Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette rencontre en regard du spectacle Esquif que vous venez de voir. Je m'appelle Cédric Ange-Albert, je travaille à Philosophie Magazine, je suis journaliste et je vais m'occuper d'animer cette rencontre. Nous avons la chance d'avoir Sophie Beau, Anaïs Alay Benbouali et Laurent. Alors Anaïs est la metteuse en scène du spectacle, vous l'avez écrit également. Vous avez déjà présenté des spectacles à la Colline, notamment Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible en 2018, où une jeune femme renoue avec ses racines algériennes, ainsi que Par la mer, quitte à être noyée en 2023, qui racontait toujours une histoire tendue entre les deux rives de la Méditerranée. Et donc Esquif est le nouveau spectacle que vous présentez à la Colline avec Amandine Dolé, qui jouait avec vous ce soir. Où vous racontez finalement l'épopée d'SOS Méditerranée, dont Sophie Beau est la cofondatrice, mais aussi la directrice. Après des études d'anthropologie et de sciences politiques, Sophie, vous avez travaillé notamment pour Médecins sans frontières et Médecins du monde. Et c'est après avoir rencontré un capitaine de marine marchande en 2015 que vous fondez l'association, l'ONG SOS Méditerranée. En 2019 est lancé, appareillé le navire ambulance Ocean Viking, dont le spectacle a parlé, et qui a sauvé depuis des dizaines de milliers de personnes de la noyade, 11 000. Et puis Laurent est aussi avec nous, qui est donc bénévole au SOS Méditerranée, porte-parole de l'antenne de Paris et qui s'occupe plus particulièrement de la sensibilisation auprès des publics scolaires. Alors tous les trois ensemble, nous allons discuter pendant environ 45 minutes et puis ensuite vous aurez l'occasion de poser toutes les questions qui vous viennent ou les remarques que vous avez envie de faire. Mais peut-être une question assez simple finalement, Anaïs, puisque c'est le troisième spectacle au moins qui parle de ces questions tendues entre les deux rives de la Méditerranée, d'exil et de migration. Comment vous est-il venu et à partir de quels matériaux avez-vous travaillé pour le créer ? C'est vrai que je travaille sur l'exil, ça fait 15 ans que je fais des spectacles que j'écris et que je mets en scène, et ils ont tous pour point commun l'exil. Je parle de ça toujours, je me dis toujours la prochaine fois je parle d'autre chose et toujours j'en reviens là. Parce que, étant franco-algérienne par ma mère, souvent on hérite de silence et on a besoin de mettre des mots sur ces silences-là. Donc c'est ça un peu mon moteur d'écriture. Et Esquif, effectivement, est né d'SOS Méditerranée. En fait, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire autour d'SOS Méditerranée et de l'exil au moment présent, parce que j'ai beaucoup parlé de l'histoire franco-algérienne, donc d'un exil qui aujourd'hui, dont on voit aujourd'hui les conséquences, mais il y a aussi des exils qui se passent en ce moment. Il y a une urgence en ce moment en Méditerranée centrale, et j'avais envie de prêter mon média, mon outil qu'est le théâtre, aux missions d'SOS, et de qu'est-ce que je pouvais apporter moi avec cet outil-là, en le pensant vraiment, dès le début, j'avais en tête, j'avais l'espoir que ce spectacle puisse devenir aussi un outil de sensibilisation pour SOS, que je savais qu'il faisait déjà des sensibilisations dans les classes, et je me disais que le théâtre et la fiction pouvaient apporter une porte d'entrée possible pour les enfants, c'est-à-dire j'allais dire d'alléger ce sujet, même si il n'est pas possible de l'alléger, mais en tout cas dans la forme qui est cette espèce de verre d'eau qui fait passer cette pilule atroce qui est ce qui se passe. Et le conte et le biais du conte pour moi était un outil tout indiqué pour ce public-là en tout cas. Est-ce que vous avez rencontré des membres de SOS Méditerranée ou comment est-ce que vous avez constitué le matériau pour la création de ce spectacle ? Oui, ça s'est vraiment fait en aller-retour avec SOS, avec notamment Sabine qui est ici, qui m'a confié. En fait, tous les sons que vous entendez dans le spectacle, c'est des sons qui m'ont été confiés par Sabine, ici présente. Et en fait, j'ai vraiment joué ce jeu-là parce que c'est une créa qui s'est faite en très peu de temps. J'ai eu 6 mois pour faire la documentation, pour écrire, pour créer. C'était une commande. C'était une commande, du CDN de Sartrouville. Et en fait, au départ, j'avais envie de rencontrer des personnes rescapées pour faire des entretiens avec eux, mais très vite, en discutant avec Sabine, je me suis rendu compte que tout était là, la matière était là. C'est que SOS Méditerranée, ils font un travail immense de collecte de paroles, de témoignages des gens rescapés.
Et sur leur site internet, enfin, vous pouvez y accéder aussi. Il y a des témoignages très précis, très bruts, très durs. Enfin, voilà, il y a aussi ce choix de ne pas édulcorer cette parole-là. Et en fait, j'ai souhaité partir vraiment de ça, de ces témoignages qui ont été recueillis, plutôt que, parce que c'est aussi une question que je me suis posée pendant l'écriture, c'est de me dire, c'est très dur, et c'est ce que dit Adama pendant la plongée à un moment donné. Il dit, en fait, raconter, c'est souffrir une deuxième fois, en fait. C'est redire, c'est revivre, et c'est donc ressouffrir. Et j'avais pas forcément envie de mettre ces personnes-là dans ces situations-là, et puis la matière était là, donc j'ai pas eu besoin non plus de le faire. Avant de venir à ce que le peut dire ou fait comme effet de plus ou moins catharsis par le récit, par le fait de raconter, peut-être assez simplement, puisque Sophie et Laurent, vous venez de voir le spectacle, qu'en avez-vous pensé? Bonsoir. Moi d'abord je suis très heureuse parce que j'ai vu Anaïs dans l'écriture et donc je trouvais ça incroyable comme projet d'arriver à donner une forme, tu as dit allégée, bon je ne sais pas si c'est allégé mais en tout cas artistique, et pour pouvoir passer ce que nous voyons et ce que nous ressentons et qui est lourd, et ces histoires que nous recueillons, un public plus large que celui que nous on peut toucher en fait. Donc je trouve ça très intéressant, et puis évidemment c'est hyper touchant pour nous parce que on retrouve voilà les sons, la réalité de notre travail dans cette forme artistique, et puis en même temps beaucoup de poésie, donc cette respiration qu'on n'a pas, nous, quand on est un peu en apnée sur le bateau. Voilà, donc c'est nécessaire. On a besoin de cela, de regards comme ça, artistiques, qui vont nous permettre de transmettre autrement et qui peuvent toucher d'autres publics, chaque regard d'artiste étant différent. Si on considère que le théâtre est un moteur des sentiments, quelle est la nature des sentiments que vous avez ressentis en voyant ce spectacle? Il y a un temps de quasi-recueillement, je trouve, dommage pour moi, mais pas forcément triste, de communion, voilà, de partage, que je trouve très beau dans la plongée, mais je sais pas, j'ai hâte de savoir ce qu'en pense le public. Laurent, je vais vous poser la même question. Quel est votre ressenti? Comment est-ce que vous avez éprouvé ce spectacle? Comment est-ce que vous l'avez traversé? Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que dit Sophie. Je crois que c'est tellement ce qu'on ressent, en tout cas ce que j'ai ressenti aussi. C'est un moment de partage aussi par rapport à une thématique qui est effectivement vraiment la nôtre. On la connaît beaucoup, mais qui est partagée là. On a l'impression à 360 degrés, vers le bas, vers le haut, vers de partout. Et puis on le sent profondément. L'idée aussi de fermer les yeux un moment est tellement forte par rapport à l'écoute et à ce qui est proposé, que c'est vraiment pour nous un cadeau incroyable. Anaïs, il y a des récits de journalistes, et il y a des témoignages qui sont faits du travail de SOS Méditerranée. Vous avez, votre outil qui est la forme théâtrale, et vous l'avez raffiné encore en ne faisant pas un théâtre de témoignages, mais vraiment une forme fictive, presque mythique, avec la Méditerranée qui est personnifiée. Comment vous est venue cette idée, et comment est-ce qu'on fait parler la mer? En fait, très vite, donc en lisant les témoignages, tous les témoignages recueillis, j'ai été vraiment, prise de nausée. C'était très dur. C'est très dur en fait de regarder ça en face. Et donc j'avais cette commande à partir de 8 ans. Je disais, je ne peux pas faire vivre ça à des enfants, mais même à des adultes en fait. Il y a une émotion qui est tellement forte que j'avais pas envie que le spectacle ne soit qu'émotion. J'avais envie de trouver un angle qui puisse permettre une réflexion, c'est-à-dire qu'on parte avec quelque chose, avec une envie de faire quelque chose, juste d'en parler, juste ça, mais en tout cas de ne pas s'emprisonner dans l'émotion. Et très vite, au début, j'ai essayé d'incarner des personnes rescapées, mais c'est très dur. Et puis il y a aussi cette chose où dans ce que vous entendez dans les témoignages, donc c'est inspiré, mais y a plein de choses que je ne dis pas parce que c'est trop dur, de ces vies dont je ne parle pas.
Et je ne pouvais pas incarner des personnes sans parler de ça, c'est tellement présent. Donc en fait, très vite, cet angle non humain, en fait, c'est venu en lisant un essai de Marielle Massé, donc, qui est une philosophe qui a écrit Sidéré, considéré, sur la thématique de la migration, et qui dit à un moment donné, en parlant de ce qui se passe en Méditerranée centrale, il dit, mais s'il y avait un procès aujourd'hui sur ce qui se passe, la première personne ou la première entité à appeler à la barre, ce serait la mer Méditerranée, pour qu'elle raconte ses histoires et ce qu'elle reçoit. Et donc je l'ai pris au mot, en fait. Et je suis partie de cette phrase-là en me disant, effectivement, qu'est-ce qui se passerait si la mer s'incarnait devant nous, qu'est-ce qu'elle aurait à dire, et très vite, je me suis dit, en plus, je pense qu'elle s'adresserait aux enfants, en fait. Je pense qu'ils seraient tellement en colère contre ce monde d'adultes, l'adulterie, comme on dit dans le spectacle, qu'elle aurait envie de parler à des enfants. C'est ça, c'est un objet aussi paradoxal, parce que c'est l'horizon, la capacité de rêver. Vous avez déjà fait plusieurs spectacles à ce sujet, un film documentaire à partir d'Anaïs Nin, qui parlait aussi de cette question de l'eau. Et en même temps, c'est le cimetière, vous le montrez bien. Alors, c'est un personnage ambivalent, finalement, pour le théâtre. Est-ce que c'est un bon personnage, la mère? Très mauvais. Je pense que j'ai fait un très mauvais jeu. Oui, en tout cas, c'était un exercice qui m'a plu, oui, de me dire qu'est-ce qu'elle dirait, puis en la rendant un peu triviale aussi, de pas partir dans des codes justement mythologiques ou mythiques et d'être vraiment très concrète avec une parole très concrète. Donc oui, ça m'a ouvert, je pense, ça a ouvert un champ. Déjà un champ fictionnel où tout était possible. À partir du moment où la mer Méditerranée arrive, après je peux tout faire. Enfin, tout est possible. Et notamment faire parler les morts, et notamment aller à la rencontre donc de ce peuple qui l'habite. Sophie, vous, en parlant un petit peu avant le spectacle, vous me disiez que c'était un espace où il y a des règles, des normes, et en même temps un espace un peu dérégulé où il est difficile de les faire appliquer. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la difficulté de faire appliquer le droit dans cet espace infini qu'est la mer Méditerranée? Oui, alors je ne suis pas sûre que tout le public connaisse les règles qui s'appliquent, mais en fait c'est extrêmement simple. Donc je vais résumer en un mot. C'est le devoir d'assistance. Un devoir d'assistance à personne en danger. C'est comme quand il y a un blessé au bord de la route, on a l'obligation, si on voit un accident, en fait, on a l'obligation de s'arrêter pour porter assistance. Et bien en mer, c'est exactement la même chose. Il y a ce même devoir d'assistance qui est inconditionnel. Il n'y a pas à se poser de questions, de savoir d'où viennent les gens, pourquoi ils viennent, où ils vont, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, c'est quoi leur motivation, pourquoi ils partent, etc., quel âge ils ont, quelle couleur ils ont, quelle nationalité ils ont, etc. Il n'y a pas de questions à se poser. Quand quelqu'un est en danger de mort, normalement, quand on est un capitaine de navire, on a l'obligation de porter secours. Or, cette obligation, elle n'est pas du tout respectée. C'est pour ça qu'on a créé SOS Méditerranée et que d'autres ONG aussi se sont créées. C'est parce que les États, les capitaines ne respectent pas l'obligation de porter secours en mer à des embarcations qui traversent, qui sont très très fragiles et qui à tout moment vont chavirer. Et donc il y a des milliers de morts, quoi. Donc voilà, c'est important peut-être de contextualiser avant d'expliquer que voilà, les États ne respectent pas le droit maritime. Normalement, c'est prévu dans le droit, dans les conventions internationales. Cette obligation d'assistance, elle est contenue dans plein de lois. Et en fait, les pays côtiers de la Méditerranée ne respectent pas ces lois. Alors vous allez me dire, du coup, ils sont hors la loi. Oui, ils sont hors la loi. Ils sont hors la loi et personne ne les juge parce que malheureusement, c'est pas très bien fait, le droit. Le droit est bien fait, ce qui est écrit, c'est obligatoire, normalement on devrait le faire, mais ce qui est mal fait, c'est comment on fait pour que ce soit respecté. Parce que, en fait, c'est seulement les États qui ont le droit de saisir le tribunal de la mer, qui est basé à Hambourg. Et comme les États ne respectent pas le droit, évidemment, ils ne vont pas se plaindre au tribunal pour dire on ne respecte pas le droit, jugez-nous. Donc, voilà, ça tourne en rond. Et il y a énormément de moyens qui sont mis et qui s'ajoutent d'année en année pour, en plus de cela, non seulement ils ne respectent pas le droit, mais en plus, ils nous empêchent, ils essayent de nous empêcher, mais on est très têtus et très déterminés quand même, donc on repart toujours, mais ils essayent en plus de nous empêcher de porter secours.
Quels sont vos moyens ou vos armes pour mener cette lutte? On a un bateau et on est décidé parce qu'on pense que notre mission est simple et juste et indiscutable, tout simplement. Laurent, vous travaillez beaucoup auprès des publics scolaires. Comment est-ce qu'on crée de l'information? Comment est-ce qu'on fait circuler l'information autour du travail de SOS Méditerranée? Comment est-ce qu'on porte cette parole précieuse? Quels sont vos outils pour communiquer à ce sujet? Alors, on est dans la boîte à outils, là, du coup. On est au théâtre. C'est un des plus beaux moyens qu'on a de parler aux enfants et nous d'entourer après avec quelques informations. Quand SOS Méditerranée a été créé en 2015, le temps que les financements soient réunis par des citoyens pour pouvoir affréter notre premier bateau, l'Aquarius, on passait déjà dans les écoles. Et c'est vraiment, à chaque fois qu'on est dans les écoles, on sait pourquoi on y était très tôt et pourquoi on y sera toujours. Et c'est ce relais qu'on essaye de faire. Là, l'idée aussi d'Anaïs d'avoir un petit prénom. Si on prête attention à ce qui est dit par les artistes qui nous soutiennent, on a énormément d'artistes en ce moment qui nous soutiennent, tellement la cause apparaît maintenant un peu plus comme une évidence, tellement elle est dramatique. Et quand on arrive dans les classes et qu'on arrive à avoir un échange qui met de côté le fait divers, qui met de côté ce qui a été entendu et qui permet, comme ce soir, de parler des personnes qui sont à bord, du droit international et de la dignité, finalement, des personnes qui, enfin, passent de naufragés, quand on est dans l'eau et qu'on va peut-être périr, à rescapés à bord des bateaux de sauvetage comme l'Ocean Viking. Et puis, dignité pour nous, parce qu'on a l'impression qu'on fait partie de ceux qui essayons de transmettre l'information que le phénomène est incroyablement important en nombre et en niveau éthique. Les migrants, les gens qui se perdent en mer sont souvent des gens anonymes. Enfin, on a du mal parfois même à les dénombrer de fait et alors à mettre des histoires derrière ces récits-là. C'est le travail que vous avez fait, Anaïs. Alors en même temps, ce sont des personnages qui peuvent être comme ça sans visage. Et vous avez décidé de leur donner des noms, de leur donner des caractéristiques. Comment est-ce que ce processus-là vous est venu? En fait, c'est venu justement du mot migrant, en fait, qu'on dit beaucoup, qu'on entend beaucoup. Et donc, il y a une espèce de terme générique derrière lequel on ne met pas d'histoire, pas de visage, pas de prénom, pas de nom. Et c'était justement pour en parler d'une autre façon, de remettre, là en l'occurrence, vous n'avez pas de visage, mais vous avez des voix, et juste de se connecter à cette humanité-là, et puis cette empathie de eux c'est nous c'est eux, qui est cette chose, comme tu disais, c'est très simple en fait, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Un travail de décentrement en même temps. Il y a tout ce moment dans le spectacle où vous proposez aux spectateurs de mettre un masque et finalement de se projeter. Vous le dites, selon l'endroit où on est né, selon l'endroit où on est assis, au nord à l'est, à l'ouest à l'ouest. Finalement, nos parcours sont très aléatoires. Oui. Effectivement, cette idée du masque, en fait, quand on enlève un sens, et notamment Louis, il y a quelque chose qui nous ramène de nous à nous. Enfin, c'est une expérience qui devient plus sensorielle. Qu'il y a un endroit. Il y a aussi, comme là on est en trifrontal, il n'y a plus le regard des autres. On est vraiment juste nous avec ces voix, avec cette quadriphonie aussi qui nous fait voyager. Et pour les enfants, pour les petits enfants, donc 8 ans, c'est une expérience qui est hyper belle, mais même pour nous, avec Amandine, à regarder parce qu'il y a cette virtuosité de l'imaginaire qui fait qu'ils sont sous l'eau, vraiment. On a même des enfants qui disent bonjour à Risso quand ils passent, qu'il y a quelque chose qui est assez émouvant, et quand on parle avec eux après, il y a effectivement ce qui me plaît beaucoup, qu'il n'y a pas de frontière entre la réalité et la fiction et cette part d'imaginaire, mais du coup ils vont beaucoup plus loin que nous. C'est-à-dire qu'ils les voient, ces voix, il y a des images, il y a des... Et ouais, c'est une expérience, quel que soit l'âge, on prend un autre endroit, mais en tout cas qui permet ce retour à soi, quoi. Est-ce que le fait que les enfants soient si réceptifs vous impose par ailleurs une certaine précaution dans la façon dont vous écrivez ou dont vous vous adressez à eux?
Bah, pas tant, en fait. J'ai fait relire... en fait, c'est mon neveu qui avait 9 ans quand j'ai écrit, qui était mon dramaturge, où je lui faisais lire des choses, et donc il validait ou pas. Et les matières validées, ensuite, je les ai fait lire à certains copains qui ont des enfants, et qui me disaient « Ah bah ça, mais jamais, c'est beaucoup trop dur, ça, jamais ils n'entendront ça, ils rentreront là-dedans. » À quoi est-ce que vous pensez, par exemple ? C'est sur des termes, sur du hurler. Mais justement, par contre, la plongée, il y avait beaucoup de parents qui me disaient c'est dur quand même, d'entendre ces voix Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Très vite, on a fait ça dans des classes tests en collège, et on est beaucoup en surprotection, je pense, des enfants qui sont capables de beaucoup plus que ce qu'on pense en fait. Mais donc j'ai pas, à part des choses de témoignage qui étaient trop dures, je l'ai pas fait, mais sinon j'ai pas fait attention, non, pas plus que ça. Oui, Sophie, je vous en prie. Juste pour rebondir là-dessus, je pense que c'est moins dur et c'est plus respectueux de fermer les yeux et de parler des noms et d'humaniser le sujet avec les histoires et les noms, etc., que de... on va laisser les gens partir. Que de parler de migrants anonymes et sans histoire et sans nom. Donc au contraire, je trouve qu'il y a quelque chose de plus doux dans cette expérience-là. Le devoir d'informer, vous me disiez, est aussi une des missions finalement de l'ONG. Alors il y a des journalistes qui embarquent à bord de Ocean Viking régulièrement. Comment est-ce que ça se passe ? Alors sur chaque rotation, ce qu'on appelle une rotation, c'est quand le bateau va quitter son port d'attache Syracuse en Italie et va partir pour une opération. Donc c'est le cas en ce moment, il est en train de chercher les embarcations en mer. À chaque fois, on essaie d'avoir toujours un journaliste parce que c'est important de documenter de manière indépendante la réalité de ce qui se passe en mer pour que la société civile soit informée, parce que avant que les bateaux comme le nôtre soient présents en mer Méditerranée, c'était encore plus choquant, c'est-à-dire que déjà il n'y avait pas de sauvetage et en plus il n'y avait pas de témoignage, donc les gens pouvaient mourir de manière totalement inconnue, c'était invisible, c'était pas rapporté. Alors il reste encore beaucoup de naufrages invisibles parce qu'il n'y a pas de survivants, parce que personne n'était à côté à ce moment-là, c'est encore le cas, mais au moins, quand nous, on arrive avec nos bateaux et qu'il y a des journalistes à bord, c'est documenté. Et c'est hyper important. C'est la 3e mission de l'association, la mission de témoignage. Quelles seraient les 2 autres ? La première, je pense que vous avez compris, c'est sauver des vies. Je pense que ça c'est quand même assez évident. On s'est créé parce qu'il y avait des gens qui mouraient et on s'est dit que si on pouvait sauver ne serait-ce qu'une vie, ça valait le coup de le faire. Que chaque vie compte. Donc c'était ça le moteur de la création de l'association. Et la 2e mission, elle est un peu plus technique, c'est la protection des personnes à bord. Une fois qu'on a secouru les personnes, il ne s'agit pas juste de les secourir et les amener quelque part comme ça, il faut les amener en sécurité et il faut les soigner et prendre soin, plus que soigner, prendre soin d'eux. Pendant cette traversée qui peut parfois durer assez longtemps, ça dépend des époques. Parfois on nous désigne un port rapidement, des fois on a dû attendre jusqu'à 2 semaines, 3 semaines en mer avec plus de 200, 300, 400 personnes qui avaient été secourues. Donc il y a cette mission vraiment importante de protection et puis d'identification des vulnérabilités, des problèmes particuliers que chacun peut avoir médicalement ou bien pour les mineurs. Il y a tout un travail avec notre partenaire de la Croix-Rouge à bord sur l'identification des mineurs pour qu'ils puissent être orientés vers un service de protection de l'enfance. Est-ce que vous pourriez revenir en quelques mots sur la création de l'association elle-même ? Alors en 2015, effectivement, c'était donc il y a près de 10 ans. En fait, très exactement il y a 10 ans, au mois de décembre 2014, c'était la fin de l'opération. Il y a eu une opération de sauvetage menée par la marine italienne pendant 1 an, qui s'est appelée l'opération Mare Nostrum, qui a permis de secourir 150 000 personnes. Et malgré cela, et malgré le fait que les gens traversaient par milliers, l'Italie, qui a demandé du soutien à l'Union européenne, à l'Europe, n'a pas reçu de soutien. Au contraire, l'Union européenne a dit « mais le fait que vous mettiez des bateaux de secours, c'est pour ça que les gens traversent ». Bon, les gens ils traversaient avant et ils ont continué à traverser après.
Et quand la meilleure preuve qu'il n'y a pas d'appel d'air, c'est la théorie de l'appel d'air, vous avez peut-être déjà entendu parler. La meilleure preuve que c'est pas valide, cette thèse, c'est que l'opération s'est arrêtée et les gens ont continué à traverser. Il n'y avait plus de navires de secours. Donc là, il y a eu un hiver extrêmement meurtrier, avec beaucoup de naufrages, des milliers de morts qui se sont succédés. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le capitaine de marine marchande Klaus Vogel, qui est allemand, et moi je viens du monde de l'humanitaire, française. Et il avait cette idée de bateau civil pour porter secours, et donc on s'est dit qu'on allait essayer, et notre objectif c'était, on s'est dit, si on arrive à secourir une seule vie, il faut le faire. Voilà. Bon, on a secouru jusqu'à aujourd'hui 41 220 personnes, et on a fait 430 opérations de sauvetage, donc effectivement il fallait le faire. Anaïs, il y a une part d'imaginaire, de projection dans un monde autre quand on fait du théâtre, quand on écrit. Est-ce qu'il y a aussi, dans votre volonté d'écrire et de travailler, une volonté de mobiliser, ou en tout cas d'actionner, de prolonger, de favoriser une action, pardon ? En tout cas, sur celui-là, oui. Sur ce spectacle-là, oui. J'assume que c'est un spectacle qui essaye ça, en tout cas qui essaye de mobiliser. Après, je prends pas le théâtre pour une tribune non plus. Et c'est pour ça que effectivement le sens de ma question. Oui, effectivement. Donc non, c'est pas une tribune, et c'est aussi pour ça que le spectacle. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais on essaye vraiment de vous proposer quelque chose. On vous propose une expérience, on vous propose cette mise en fiction, mais à aucun moment, mais même nous au plateau en jeu avec Amandine, on fait attention à ne pas être didactique, à ne pas dire voilà, les choses se passent comme ça, les choses se passent comme ça. En fait, c'est à vous de le prendre à l'endroit où ça vous parle ou pas. Et même émotionnellement, en fait, d'effectivement de ne pas. Alors, on a beaucoup pleuré en faisant ce spectacle. Sur les premières répétitions, c'était dur. La documentation et puis les lectures qu'on faisait au début, ça sortait tout seul. On a laissé tout sortir. Jusqu'à prendre aussi, nous, au plateau, une distance émotionnelle avec ça, pour que vous ne ressentiez pas ça non plus. Et que si vous êtes ému par ce qui se passe, c'est par le sujet, c'est par ce qu'on raconte, c'est parce que c'est à l'endroit où ça vous touche, encore une fois, mais je l'impose pas, cette chose-là. Donc c'est plus, oui, c'est plus un endroit, le théâtre a cette chose-là d'ouvrir un dialogue, quoi. Et c'est ce qui se passe là, ou c'est ce qui se passe dans les bords plateaux qu'on fait avec les enfants à chaque fois après en après-midi, c'est de discuter, quoi, de discuter autour de ce sujet, autour de la même chose, et de se sentir ensemble aussi, en l'occurrence, sur ce sujet. Laurent, finalement, c'est votre travail d'engager ces discussions, notamment avec les enfants. Alors, comment est-ce que ça marche ? Comment faites-vous ? Quel est votre protocole ? Alors, on adore la poursuivre, effectivement, cette discussion. C'est pour ça qu'une œuvre artistique qui nous précède est vraiment... on ouvre complètement la discussion différemment. On ne l'ouvre pas, justement. On la prolonge et on arrive à avoir des échanges vraiment, je crois, vraiment différents quand on a la chance d'avoir une pièce comme celle qu'a écrite Anaïs. On a en ce moment beaucoup de personnes qui viennent à nous pour nous aider, beaucoup d'artistes. On a été partenaire de films cette année incroyable, d'événements artistiques vraiment... et en fait, avec les enfants, de toute manière, on n'aurait pas ce soutien-là. On a des films de diffusion dans les écoles. À chaque fois qu'on intervient, on a une trame très précise qui comprend au moins 3 films. Parce que quand les enfants ont vu ces films courts, les 6 temps du sauvetage, ont vu La main tendue, que Hippolyte, le dessinateur qui nous soutient, a tellement bien dessiné récemment. C'est-à-dire, on a un énorme bateau qui pourrait, l'Ocean Viking et l'Aquarius, c'était pareil, qui ne pourrait pas s'approcher des petites esquifs. Donc on a 3 gros zodiacs qui descendent, et avec des marins sauveteurs qui vont tendre la main, donner les gelées de sauvetage, les premiers gestes. C'est pour ça que le Théâtre de la Colline, qu'on remerciera jamais assez d'avoir mis en place tout ce qu'ils ont fait. On a 1 mois, nous, d'intervention, nous, de la sensibilisation scolaire, dans les écoles, au théâtre, et ils ont eu l'incroyable délicatesse de faire un décor avec des gilets de sauvetage, avec des cordages, avec le bar qui s'appelle... Donc on ouvre différemment forcément une rencontre quand on a ce soutien-là, cette qualité-là des artistes. Et de toute manière, vous le savez très bien, quand on va au cinéma, quand on va au théâtre,
une thématique humaine est donnée, c'est pas du tout une tribune effectivement, mais c'est quand même une ouverture de notre cœur et de notre esprit qui est très différent. Et les enfants, ils sont évidemment très sensibles, et si on avait que 5 minutes, on intervient 1 heure d'habitude dans une classe, mais si on n'avait que 5 minutes, et si on n'avait pas une œuvre, ni Anaïs, ni Amandine à nos côtés, on choisirait un petit film qui montre cette main tendue et le gilet de sauvetage, et des prénoms qui sont criés comme les prénoms, et non pas nous de personnes qui disparaissent, mais les personnes qu'on sauve. Je crois que non seulement des films, mais parfois vous choisissez des textes. Est-ce que vous voulez nous en lire un? Peut-être on parlait d'une forme de responsabilité, ou en tout cas oui, de responsabilité, c'est le mot. Alors peut-être Daniel Pénac, c'est ça? Oui, alors ça c'est un texte qui prolonge vraiment ton texte, vraiment Anaïs, et qui a été dit pendant la pièce par Amandine. Je pense que là aussi, je vais peut-être même pas lire tout ce que j'avais prévu qui dure 1 minute, mais comme on n'a pas, je vais donner le titre. Déjà dans le titre, je pense, de Daniel Pénac. Donc c'est un petit texte qu'il a écrit pour nous, qui est dans notre livret pédagogique destiné aux enfants, et qu'il a réactualisé depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, parce que son thème, c'est de dire, mais, comme le disait Amandine, mais d'où vient ce que on ne peut pas décrire tellement c'est horrible. Donc ça s'appelle, et je crois que c'est vraiment, tout est dit dans son titre, le devoir de réfléchir. Imaginez un historien du siècle prochain penché sur la tragédie qui se déroule aujourd'hui en Méditerranée. Des milliers de noyés dans cette mer presque close. L'historien cherche à comprendre ce qui a bien pu se passer entre 2015, 2020, peut-être 2030, 2040, 2050, pour que tant d'hommes, de femmes et d'enfants se noient dans la mer Méditerranée. Y avait-il une guerre en Europe? Une guerre comparable à celle de 14-18 ou de 39-45? Y avait-il une gigantesque épidémie ou une famine épouvantable? Jetait-on les morts à la mer? Non. Ni épidémie, ni famine. Et l'Europe était en paix. La France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal étaient en paix. La paix régnait aussi sur toutes les rives européennes de la Méditerranée. La paix régnait aussi dans l'intérieur des terres. L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Europe centrale, le Royaume-Uni, tous les pays d'Europe étaient en paix. Alors, à quelle catastrophe effroyable devait-on ces milliers de noyés? Il cherche, notre historien. Il cherche et il trouve ceci. C'est à nous de chercher. Merci beaucoup. C'est une autre phrase du spectacle qu'on peut entendre. Un territoire que vous occupez aujourd'hui de votre vie, personne d'autre que vous sur Terre ne peut l'occuper maintenant. Finalement, est-ce que ça participe de cet appel à la responsabilité dont Pénac nous parle, Anaïs? Oui, si vous avez l'occasion de le lire en entier, il est vraiment effectivement très beau ce texte. J'ai perdu la question. Quel était le devoir de responsabilité finalement auquel Pénac nous invite à un certain devoir de responsabilité? Dans le spectacle, il y a cette phrase disant que personne d'autre sur Terre que vous ne peut occuper la place que vous occupez maintenant. Alors c'est à la fois une forme une manière de souligner notre singularité, les individus que nous sommes. On disait tout à l'heure avec les noms, de mettre des noms et des visages et des paroles derrière chaque individu, mais c'est aussi une forme de décentrement finalement, et de se dire qu'on est chacun une place qu'on doit occuper vraiment, c'est-à-dire pas seulement on n'est pas là vivant, peut-être Sophie nous en parlera aussi, mais on a chacun une responsabilité à prendre de la place qu'on occupe. Je ne l'avais pas. mais oui, c'est très juste, je ne l'avais pas. Oui, c'est très juste, ouais. Oui, et puis là, l'extrait que vous avez choisi, donc c'est effectivement le monologue d'Amandine au début, qui est donc cet exercice pratique d'empathie, et qui est juste, dans ce monologue, il y a une phrase que je trouve importante qui va très vite, mais c'est nous sommes tous assis sur une bombe qui peut exploser à tout moment. Mais bon, pour le moment, tout va bien et vous êtes chacun chez vous sur votre territoire. Et c'est vraiment cette idée, oui, de mener l'empathie jusqu'au bout, en disant que oui, que ça peut nous arriver demain aussi. Sur cette forme de responsabilité qu'on a chacun, Sophie, quel est votre... Oui, évidemment, mon point de vue, c'est que
c'est évident qu'on peut tous faire quelque chose là où on est, j'en suis absolument convaincue. Donc si on est humanitaire ou marin, c'est plus facile d'aller porter secours, mais si on n'est pas humanitaire ou marin, on peut aussi être bénévole, par exemple, ou envoyer des dessins si on est élève dans une classe et qu'un professeur de dessin mène ce projet-là, et bien par exemple il y a des classes entières qui envoient des dessins soit aux sauveteurs, soit aux personnes secourues. On a fait, moi quand j'étais sur le bateau, des expos avec tous les messages d'enfants envoyés, enfin, c'est génial quoi, et les rescapés qui les découvrent sur les portes, et c'est comme un accueil, enfin voilà, il y a plein de moyens d'être solidaire. Alors ça c'est sur notre histoire à nous, mais il y en a plein d'autres, des moyens d'être solidaire. C'est important il faut peut-être rappeler que de regarder autour de soi, surtout, je pense. Ça commence par ça, en fait, regarder autour de soi, et donc c'est bien de s'éveiller et de se poser des questions. Peut-être rappeler que vous avez, par SOS Méditerranée, tous été bénévoles vous-même, vous oui, l'avez été avant d'être la directrice. On a tous été bénévoles, on a commencé pendant 1 an, il n'y avait pas du tout de salariés chez SOS Méditerranée, et voilà, et en fait c'est tellement énorme comme projet, ça demande tellement de moyens humains, techniques, financiers, qu'on a été obligé d'avoir une équipe salariée pour pouvoir mener ce projet, trouver 24 000 € par jour pour faire fonctionner le bateau. Et c'est encore le cas, donc voilà, depuis 9 ans. Donc on ne peut pas faire autrement que de s'organiser en équipe et d'avoir un département de la collecte, un département de la communication, etc., etc. Mais il y a surtout aussi 750, voire plus, parce qu'on dit 750, mais en fait je crois qu'il y en a beaucoup plus, bénévoles qui nous soutiennent, qui sont là un peu disséminés partout autour de vous, vous êtes un peu cernés. Et qui portent cette mission de témoignage aussi, et qui sensibilisent avec des outils très différents, donc des pièces de théâtre, mais des débats, des présentations dans les écoles, des expos, des concerts, enfin, il y a plein de moyens différents qui sont utilisés pour sensibiliser. Laurent, vous-même, vous êtes bénévole, comment est-ce que vous y êtes venu ? En apprenant, je ne sais plus par quelle fête, mais ce qui se passait en Méditerranée. En fait, il m'est arrivé ce qui est arrivé, je pense à Sophie, quand avec Klaus Vogel, quand ils se sont aperçus. Historiquement, quand on reprend l'histoire des faits qui ont marqué la Méditerranée dans le sens des disparitions et des sauvetages en mer, on remonte très vite à 2011, qui est la chute de Kadhafi, le départ en masse et la traversée. Et là, il y a un naufrage en 2013 qui a fait date médiatique, qui a donc précédé Mare Nostrum dont parlait Sophie. Et moi, j'ai eu à ma petite échelle, il y a 5 ans, une information, je ne sais plus laquelle, et quand j'ai réalisé le nombre de personnes qui étaient concernées soit en disparition, soit en sauvetage. Moi, à l'époque, toujours maintenant, je donne des cours de français à l'étape d'après pour les personnes qui sont demandeurs de droit d'asile, et d'autres personnes aussi vulnérables. Parce que quand on est sans papier, on est assez vulnérable quand on arrive en Europe en ce moment. Et je me suis dit, je vais aller tendre la main un tout petit peu avant, en espérant un peu. Je suis un ancien des Restos du Cœur. J'ai fait 15 ans, 20 ans d'engagement au Restos du Cœur. Et j'ai la même sensation à SOS Méditerranée, sans doute ce que Coluche avait au début, peut-être que Sophie l'a espéré aussi, que ça soit conjoncturel et qu'au bout de 2-3 ans, les États se réveilleraient et prendraient notre place. Et comme on sait maintenant, ça sera sans doute le cas des SOS Méditerranée comme des Restos du Cœur. On doit au contraire se battre de plus en plus fort chaque décennie, chaque année, tellement les vents nous sont contraires à terre. Et j'aimerais dire à ce propos, juste moi qui ai du coup un peu d'expérience de bénévolat dans plein d'associations, à quel point je suis impressionné, vraiment, et je le dis évidemment en étant un peu jugé parti, mais je ne le dirai pas sinon vraiment, et je le dis parce qu'on ne le dit pas souvent à Sophie, j'ai plein de petites attentions que j'ai envie de faire aujourd'hui pour ces 10 ans, pour Sophie qui a créé toutes ces équipes à terre et en mer. Je sais très bien, j'ai eu des échos au-delà des SOS Méditerranée qu'on est reconnu au niveau du professionnalisme en mer de façon incroyable. On a une ancienneté d'ailleurs donc il y a d'autres ONG qui patrouillent sur le même couloir que nous, certains avec des bateaux quasiment aussi gros, pas beaucoup, mais notre professionnalisme nous met vraiment en dehors. Et moi, de l'intérieur en tant que bénévole, je vis des histoires, je vis une aventure de vie, une progression dans mon engagement qui est exactement ce que j'ai eu dans mes meilleures expériences.
Et j'en suis vraiment... de toute manière, je n'abandonnerai pas SOS Méditerranée. Mais je suis tellement heureux d'avoir ce niveau de compétence, de performance qui est offert au sein des équipes bénévoles et autres, qu'on fait vraiment un ensemble. Et à des moments, c'est même plus les événements qui a participé entre les bénévoles et les salariés, tellement tout, comme en mer, roule de façon professionnelle. C'est un immense niveau de compétence et de reconnaissance, et en même temps, vous me le disiez tous les deux, vous êtes encore l'objet d'attaques, de poursuites. Comment est-ce qu'on gère tout cela, peut-être, Sophie? Il ne faut pas être sur les réseaux sociaux. C'est ça la solution à vos problèmes. Non, faut se blinder un petit peu quand même. Et puis, c'est ce collectif qui est fort, qui fait qu'on ne doute pas trop quand même de la justesse de ce qu'on fait. Donc, voilà, faut pas se laisser impressionner quand vous savez que vous faites quelque chose de juste, quoi. Il faut pas trop regarder toutes ces attaques-là. Et après, il faut aussi s'organiser, il faut aussi résister. Il y a aussi tout un travail de résistance, d'organisation, de réflexion en interne pour ne serait-ce que pas se faire attaquer dans nos locaux, par exemple. Voilà. Ou pour avoir des soutiens, des responsables juridiques qui vont nous aider sur les procès qu'on nous intente, etc., etc. Donc en fait, il faut s'organiser collectivement, c'est ça. Vous venez de recevoir une distinction, vous me disiez, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Nous avons reçu hier, la mention spéciale du prix des droits de l'homme de la République française. Voilà. Et en même temps, c'est un petit peu ironique, ou en tout cas... Est-ce que les États font vraiment leur part dans ce travail? Et est-ce qu'il n'y a pas un peu de... Voilà. C'est une commission indépendante, en fait, qui a choisi les lauréats, mais le prix nous a été remis par le ministre de la Justice hier. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir la reconnaissance des États. S'ils pouvaient aussi se mettre à faire leur travail et respecter le droit, ce serait encore mieux. Il y a une belle phrase d'Édouard Glissant que j'aime bien, qui dit ceci: « L'étranger, c'est celui dont j'ai besoin pour changer en échangeant, tout en restant moi-même. » Alors, je vois qu'Anis, vous hochez la tête, je vais vous poser la question à tous les trois. Finalement, à l'issue de votre expérience, de votre parcours, de vos travaux respectifs, dans quelle mesure avez-vous été changé en échangeant? Ok. Anis, si vous voulez bien, oui, parce que finalement c'est un thème que vous travaillez de façon récurrente, qui, vous le disiez, a aussi une source biographique, en tout cas, ou peut-être une remontée aux origines, vous le direz mieux que moi. Voilà, comment est-ce que ce travail-là vous a transformé? Je pense que si je travaille sur ces thématiques-là, c'est que j'ai déjà une envie, en tout cas, d'ouverture là-dessus. Mais en fait, j'ai envie de reprendre justement le titre de Marielle Massé de Sidérer, considérer. Parce que moi, c'est un peu ce qu'Esquif a fait pour moi, enfin, de passer de la sidération et voilà, d'y réfléchir, de lire ces histoires, de les entendre, de discuter avec des marins sauveteurs, voilà. Il y a quelque chose qui muscle la considération de l'autre, de ce que tu disais tout à l'heure, de regarder autour de soi, mais de regarder vraiment et d'écouter vraiment, quoi. Ce qui est assez beau d'ailleurs dans l'étymologie de sidération, c'est que la sidération au départ c'est l'étoile, et considération c'est regarder ensemble les étoiles, finalement c'est regarder ensemble. Peut-être, Sophie, même question, voilà finalement cette phrase d'Édouard Glissant que je répète: l'étranger c'est celui dont j'ai besoin pour changer en échangeant tout en restant moi-même. Qu'est-ce que ces 10 ans de travail avec SOS Méditerranée vous ont fait de vous? Comment avez-vous été transformé par cette expérience? J'aime pas trop me livrer comme ça, mais c'est pas un interrogatoire. Oui, d'accord. C'est très enrichissant. Il n'y a pas d'abnégation. Hein. On va chercher quelque chose aussi quand on fait ce travail. Donc, est-ce qu'il y a des espoirs déçus? Est-ce qu'au contraire, c'est beaucoup de rencontres qui rassurent? Non, il y a vraiment eu beaucoup d'obstacles. J'ai quand même travaillé sur d'autres terrains humanitaires, y compris un peu chauds, style la Palestine, Gaza, tout ça. Mais honnêtement, je n'ai pas vu le niveau d'énergie ailleurs
que je vois là en Méditerranée déployés pour nous empêcher de secourir des gens. Et ça pose vraiment question sur le sens de nos sociétés, hein, sur vers où on va là. Moi, c'est plutôt ça, je dirais, que j'en retiens peut-être. C'est un message un peu d'alerte, hein, sur on va où là collectivement, tous ensemble. Laurent, pour finir, vous-même, vous êtes plutôt au contact des enfants. Voilà, comment ce travail vous a transformé? Du coup, j'ai pris la partie la plus facile par rapport à Sophie. Parce que toutes les personnes, on est dans le pôle sensibilisation scolaire de Paris, on est à peu près 25, uniquement à Paris, hein, qui intervenons dans les écoles. Et tous ceux, en fait, qui ont fait une intervention en ressortant, ils ont une telle énergie dans l'échange. Là, je ne sais pas si on aura le temps d'échanger, de poser quelques questions avec les personnes présentes et les jeunes et toutes. Mais à chaque fois qu'on ressort d'un échange dans les écoles, d'abord on pense à la chance qu'on a de représenter SOS Méditerranée, parce qu'on n'est pas là par hasard, mais c'est autre chose que de le vivre, de voir. Et ça peut être une question difficile dans l'échange, ça peut être l'autre justement, on peut avoir une question sur, vraiment très déstabilisante sur l'autre qui n'est pas compris. Donc c'est pas forcément facile, mais il y a un niveau d'énergie quand on ressort, et donc par rapport au niveau de souci qu'a Sophie en haut, vivons heureux, vivons avec les enfants. Alors sur cette belle parole, je vous invite à la prendre et à poser les questions ou à faire les remarques que vous auriez sur le spectacle. C'est le moment si vous avez des remarques ou des questions à faire. Oui. Une sortie en mer, ça dure combien de temps pour son booking? Alors, une sortie en mer, c'est variable en fonction du temps qu'on va mettre pour trouver une embarcation en détresse. Ça, c'est toujours l'inconnu. Et ensuite, est-ce que on va nous donner un port proche? Peu de chance. Ou lointain. C'est le cas depuis 2 ans systématiquement. Donc là, par exemple, ces derniers temps, on nous envoie systématiquement à 1500-1600 km du lieu du sauvetage pour aller débarquer les rescapés dans des ports italiens très très loin de la zone où on a secouru les personnes. Ça fait 4-5 jours de navigation une fois qu'on a les personnes secourues à bord. Donc après il y a le temps du débarquement et ensuite il faut repartir vers le sud, rejoindre la zone de sauvetage. Voilà, et on va faire en général 2 à 3 patrouilles, comme ça. Une patrouille, c'est le temps qu'on met entre le moment où on quitte le port et on revient au port débarquer les personnes. On va avoir 2-3 patrouilles d'affilée, et ensuite on arrête pour une escale le bateau. On va réapprovisionner le bateau. Ça peut durer 4 à 6 semaines environ. Voilà, une rotation entière avec plusieurs patrouilles. Oui. Ce sont toujours les autorités, alors normalement, d'après le droit maritime, les autorités compétentes, c'est-à-dire celles qui ont la responsabilité d'une zone, parce que la mer est découpée en zones de recherche et de sauvetage. Chaque petit morceau de mer, si jamais il y a un accident aérien ou maritime, on sait qui est responsable, il y a des responsabilités. Donc au large de la Libye, là d'où partent la majorité des bateaux qu'on secourt, c'est depuis 2018, en théorie, la Libye qui devrait coordonner ces sauvetages. Et c'est là où il y a le plus de naufrages. Mais en fait, les gardes-côtes libyens ne coordonnent absolument pas, ils ne nous transmettent pas les informations. Donc on cherche les embarcations à l'aveugle sans savoir s'il y a des bateaux, où ils sont. Ça, c'est un vrai gros problème. Et si on les trouve, après, ils sont censés nous désigner un port sûr. Or, en Libye, les migrants, c'est pas trop évoqué dans le texte, mais vivent vraiment des violences très graves de la part des réseaux de traite humaine qui les mettent dans des camps, qui les affament, qui les torturent, qui vont essayer d'extorquer des fonds, qui les mettent parfois en esclavage, etc.
Et donc, à cause de cela, la Libye ne peut pas être considérée comme un lieu sûr pour débarquer les personnes. Donc, en fait, tout le système est complètement bancal depuis le début. C'est-à-dire que les autorités libyennes devraient coordonner. Elles ne coordonnent pas les sauvetages. Elles devraient désigner des ports sûrs. Elles ne peuvent pas parce qu'en Libye, il n'y a pas de port sûr. Donc, si elles ramènent les personnes, ça ne s'appelle pas des sauvetages, mais des interceptions, et elles ramènent de force, les gens ne veulent pas y retourner en Libye. Ils viennent de fuir, ils viennent de payer des fortunes pour pouvoir s'échapper par la mer. On les ramène de force, ils vont être mis dans les mêmes camps de torture et d'enfermement, etc. Et donc ça, c'est illégal. Donc en fait, le système est complètement bancal, ça ne marche pas du tout. Et ce qui se passe parfois, c'est que nous, on va secourir quelques bateaux. On ne peut pas les ramener en Libye, on ne les ramènera pas en Libye. Et donc, il y a eu pendant certaines années vraiment beaucoup de difficultés pour se voir attribuer ce port sûr, justement. L'Italie, souvent, refusait de prendre le relais. Malte, qui est juste à côté, c'est une petite île, refuse et n'entend rien, n'est pas au courant, ne veut pas le savoir. Circuler, il n'y a rien à voir. Et les États plus loin disent non, nous on est trop loin, comme la France par exemple, ou l'Espagne, nous on n'est pas concernés parce qu'on est très loin, donc le droit maritime dit il faut aller dans un port sûr sans délai, donc si on est loin on n'est pas concerné. Donc en fait c'est un peu un déni de responsabilité, les différents États se repassent chacun la responsabilité, et au final c'est souvent l'Italie. Aujourd'hui, c'est vraiment le seul pays qui ouvre un port, mais il nous envoie à l'autre bout de l'Italie, comme ça on perd des jours et des jours de navigation, et en fait ça entrave vraiment notre capacité de sauvetage. Oui. Mais en fait c'est une responsabilité européenne. Alors non, ce n'est pas une responsabilité européenne, c'est une responsabilité de l'État côtier qui a en théorie la responsabilité sur cette zone de recherche et de sauvetage. Mais c'est dysfonctionnel parce que, par exemple, la Libye ne peut pas exercer cette responsabilité. Et donc, ce qui est prévu dans le droit à ce moment-là, c'est que les autres pays les plus à même d'assister doivent prendre le relais. Oui, mais finalement, seule l'Italie prendra le relais. Et c'est ça le problème, c'est que seule l'Italie prend le relais et que du coup l'Italie se sent isolée, que l'Italie en 2018 a dit maintenant c'est bon, je suis seule à gérer ça, elle a appelé à l'aide les États européens, les États européens n'ont pas voulu donner de l'aide. Et donc, on est un peu dans une impasse de la solidarité européenne. Et si vous arriviez, par exemple, au port de Marseille, en vous imposant, c'est possible? Alors, on ne peut pas aller dans un port que nous choisissons nous-mêmes parce que c'est interdit. C'est une violation de la souveraineté du pays d'aller débarquer comme ça dans un pays si on n'a pas une instruction qui nous dit d'aller dans ce pays, ou une autorisation pour aller dans ce pays. Donc on ne peut pas nous-mêmes choisir d'aller dans tel ou tel pays, et on ne choisit pas. On a 100% des cas de sauvetage, les 430 opérations de sauvetage dont je vous parle, on a toujours eu une instruction qui nous a dit d'aller débarquer à tel ou tel endroit. Donc toutes les histoires et les faux débats et les faux experts qui disent « Ah, mais ce sont des gens qui font n'importe quoi, limite on est présenté comme des pirates, etc. » C'est archi faux. On respecte les instructions qui nous sont données par les autorités maritimes. Mais on ne peut pas aller en Libye. Ça, pour le coup, c'est la seule chose qu'on ne pourra pas faire. D'ailleurs, même les Libyens eux-mêmes ne nous disent pas d'y aller. Ils savent très bien que ce n'est pas possible. Et qui donne les instructions? Donc, en général, c'est l'Italie qui est le seul pays qui va finalement reprendre la responsabilité du sauvetage, puisqu'on tourne en rond dans un système qui est complètement dysfonctionnel. Et au final, c'est quand même le seul pays qui va désigner un port. Voilà. On a été une fois en Espagne en 2018 et une fois en France à Toulon en 2022 quand l'Italie avait bloqué ses ports. Et donc c'était avec une instruction des autorités compétentes maritimes. Oui. Oui. Comment vous faites pour déterminer si les enfants sont mineurs ou majeurs? On leur demande. Okay. C'est du déclaratif, c'est-à-dire c'est ce que les personnes nous disent, et en fait, voilà. Nous, on n'est pas des officiers de police, on n'est pas des officiers de justice, on est juste une équipe de marins et d'humanitaires à bord, et voilà, on demande tout simplement. Et pareil pour la nationalité, voilà, en fait, on ne fait pas d'enquête sur les gens, parce que vraiment, c'est inconditionnel le sauvetage, peu importe en fait. C'est pas, le sujet n'est pas d'où vient la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Mais vous sauvez Oui, pardon. aussi le passeur. C'est-à-dire ? Le passeur et son embarcation
dispersion. Alors, on sauve le passeur. Non. Enfin, les passeurs ne montent pas à bord des bateaux. Ils sont pas fous. Ils ont quand même beaucoup de chances de rester et de mourir en mer. Donc non, les bateaux sont poussés à la mer. Les passeurs restent sur terre. Et en fait, c'est souvent un migrant. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Moi, capitaine. Voilà, ben, vous voyez que le passeur, il n'est pas à bord du bateau. C'est un migrant qui paye pas le prix de la trajectoire du trajet et qui prend le gouvernail. Il y avait une question, oui, là-haut, je crois. Qui vous poursuit et pour quelle raison en fait, vous êtes poursuivi? Oh là là, on a toute une liste. Hein. Si vous voulez que je commence à vous dire tous ceux qui nous poursuivent, on a beaucoup. Mais essentiellement, on a des attaques de personnes qui, en général, sont quand même plutôt d'extrême droite, où ils se trouvent, apparemment. Certains d'entre eux, on le sait, puisque ce sont des responsables politiques, parfois. Ils attaquent nos quelques subventions, parce qu'en fait, on a moins de 10% de subventions, et tout le reste de notre budget, ce sont des dons privés. Donc, en fait, 91% de notre budget, ce sont des dons privés. Mais les 9% qui restent, ce sont des subventions. Et dans ces 9%-là, ben, on a en fait 132 collectivités territoriales qui nous soutiennent. Et quand elles votent des subventions à SOS Méditerranée, c'est très souvent attaqué par des contribuables qui disent que c'est pas légitime de soutenir SOS Méditerranée. Donc il y a ça c'est un gros paquet. On a eu aussi des attaques directement sur le bateau à de nombreuses reprises en Italie. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toutes ces attaques et toutes ces détentions, mais en fait le bateau est ciblé pour essayer de nous empêcher d'aller secourir des vies. Avec des détentions, enfin voilà, si vous voulez, il y a plein d'explications sur notre site, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais essentiellement c'est ce type d'attaque-là. Oui. Oui, d'abord je vous remercie infiniment pour tout votre travail scientifique, je suis immensément admiratif. Moi j'ai 3 questions, donc j'en prie, je vais essayer de faire. Mais bon, d'abord, en fait, quand on fait en général de l'humanitaire, qu'on est face à des situations de détresse extrême, on doit quand même développer une sorte de carapace, on va le faire aux réseaux sociaux, etc. Beaucoup. Et sachant que après, même si on ne devient jamais insensible, après quand on va donc, dans une salle de théâtre, on voit ça représenter, est-ce que donc malgré cette carapace-là, sans sa sensibilité, bouleversée, touchée différemment. Ensuite, une question, c'est peut-être sur des sources d'inspiration, parce que donc, bon, en fait, la crise migratoire a été aussi représentée dans différents arts. Donc je ne sais pas si vous avez eu d'autres sources d'inspiration, mais dans le site, il y a fait des représentations de tags, de la méduse, des choses comme ça, et aussi la ville de Venise. On a mis le Barque Nostra, chalutier. Du coup, si vous avez aussi d'autres sources, d'autres métiers artistiques potentiels qui avaient nourri votre travail, et enfin, c'est peut-être une question plus générale sur le contexte actuel. C'est vrai qu'il y a une sorte comment dirais-je, on a l'impression, en tout cas, de changement sur le regard sociétal sur cette crise-là. C'est-à-dire qu'en 2015, il y avait, ou alors avec Marie Nostrum, il y avait quand même des choses qui bougeaient. La photo du pied, aussi, elle avait fait une vraie bouche. Et là, on a l'impression que c'est vraiment plus trop le cas et qu'on a des discours qui sont quand même de plus en plus durs. Et bien que ce soit extrêmement nécessaire et prioritaire, je pense, parler aux enfants, c'est aussi un spectacle à montrer aux adultes. Quoi. Et voilà, c'est pas mal qu'il y ait du Bruno Retailleau. Alors, donc 3 questions. Le fait de développer plus ou moins sa sensibilité et son insensibilité. Il était là tout à l'heure. Les sources d'inspiration et puis le changement sociétal. Alors peut-être sur l'insensibilité et la sensibilité, Sophie. Non mais la carapace, c'est pas une carapace à la sensibilité, hein, je vous rassure quand même. On reste quand même humain, même quand on est humanitaire. Non, par contre, ce qui est important, c'est la carapace, c'est pas tant sur la sensibilité, c'est plutôt de se dire qu'il faut renoncer à un mythe qui est qu'on va sauver l'humanité. Ça, par contre, c'est très très important. Parce qu'on ne peut pas, et on ne va pas la sauver, l'humanité. Donc, au contraire, je dirais qu'on reste très très sensible, mais ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est ça, en fait, c'est plutôt une question d'humilité, c'est de savoir reconnaître qu'on a
très très peu de moyens et très peu de portée. Donc moi je le vois plutôt comme ça. Je ne dirais pas que ça change la sensibilité du tout. Anaïs, peut-être sur les autres sources d'inspiration pour vos travaux? Oui, en fait, sur ce spectacle-là, c'était vraiment surtout les travaux de journalistes, de reporters qui ont été sur place, des discussions avec des marins sauveteurs, pas tant sur d'autres œuvres artistiques. Enfin, je suis vraiment partie d'une recherche de tout ce travail déjà qui a été fait journalistique qui est énorme et que j'ai essayé de traduire poétiquement, artistiquement, quoi. Et Laurent, je ne sais pas si vous voulez intervenir. Ça fait 5 ans, je crois, que vous êtes à SOS Méditerranée. Est-ce que vous avez vu un changement sociétal? Est-ce que vous avez pu l'observer? Alors, j'ai vu une recrudescence du soutien des artistes, en tout cas, puisqu'on est vraiment au cœur du sujet. Et puisque vous parliez de Banksy, il a son propre bateau qui patrouille dans la même zone que nous. On ne l'a pas dit, mais si on s'appelait vraiment tel qu'on devait s'appeler, on s'appellerait peut-être SOS Méditerranée Centrale, puisqu'on patrouille sur la Méditerranée Centrale. Évidemment, c'est un peu moins facile à dire, et parce que la majorité, les 80% des disparitions et des sauvetages ont lieu donc il y a sur ce couloir entre la Libye et l'Italie. Donc on a beaucoup d'autres bateaux qui patrouillent, dont Banksy, qui est non seulement un incroyable humaniste anarchiste, mais qui est féministe aussi, francophile. Donc il a appelé son bateau le Louise Michel, et la commandante, c'est une commandante femme anarchiste comme lui. Je crois qu'au tout début même il y a eu un équipage uniquement de femmes. Voilà, donc il y a beaucoup de soutien comme ça. C'est pas qu'il n'a pas fait que le radeau de la Méduse, il est en plein dans la société, Banksy. Et Anaïs, je pense qu'on a vraiment chacun dans son art. C'est ce que je retrouve le plus là quand je vois le nombre d'artistes qui viennent à nous spontanément, comme le nombre de professeurs. C'est très rare je crois pas, en tout cas nous on l'a jamais fait. Peut-être que ça s'est passé ailleurs, mais qu'on aille voir une école en disant toc toc, c'est nous. Et c'est les professeurs qui viennent à nous. Pardon. Donc ce changement, moi je le vois plutôt comme cet appui qu'on veut nous donner, qui est malheureux parce que ça veut dire que tout le monde se rend compte que le phénomène augmente, sinon, mais qui est extrêmement, important, parce que on sent que la société quand même a conscience à son niveau, et les artistes sont tellement fondamentaux. Je vais juste rajouter quelque chose là-dessus. Effectivement, il y a énormément d'enseignants et d'établissements qui sont très friands de ça, très ouverts, qui s'emparent aussi de l'objet. Mais on a aussi eu des annulations quand même. On a eu 3 annulations l'année dernière d'établissements qui considéraient que le sujet était trop politique. Donc il faut aussi noter, c'est minoritaire dans l'histoire de ce spectacle, mais ça existe, et comme une pression d'une mairie qui ne voulait pas que le spectacle existe tout court, enfin, ce spectacle-là et un autre spectacle sur le planning familial. Donc il y a aussi ça à noter, c'est qu'avant, il y avait des annulations parce que on nous disait qu'il y a un enseignant qui n'est pas là, ou il n'y a pas l'infrastructure pour héberger le spectacle, mais maintenant il y a quelque chose aussi d'assumer. Quand c'est une annulation, on assume le côté politique, quoi. Et ça, c'est nouveau. Enfin, nous en théâtre, on s'en rend compte depuis 1 ou 2 ans, où c'est de plus en plus présent, ça, quand même. Même si ça reste minoritaire, ça existe. C'est-à-dire que le spectacle a été programmé, anticipé, et ensuite il y a eu annulé par un changement par exemple d'équipe du directeur d'établissement qui ne voulait pas, qui ne voulait plus accueillir ce spectacle. Y a-t-il une dernière question? Oui, pardon, alors 2 dernières questions, une là et puis une par madame ensuite. C'est pour rebondir sur ce que vous disiez sur les artistes. Moi je suis violoniste, et depuis nos études au conservatoire, il y a des associations qui viennent nous solliciter pour jouer dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des prisons. Mais c'est vrai que... Alors, il y a des centres d'accueil, par exemple, pour les migrants. Mais en fait, on va à la rencontre des gens qui sont déjà accueillis dans une structure, qui sont déjà voilà. Et vous parliez de la musique sur le bateau, de la musique qui va à leur rencontre tout de suite comme un élément important de leur sauvetage, des dessins d'enfants, etc. Et ça me parle énormément. Et c'est quelque chose dont j'ai jamais vraiment entendu parler, en fait, parce que je pense qu'il y a aussi ce truc les étrangers. Là, c'est le moment où ils sont les
le plus étranger entre guillemets, parce qu'ils sont pas encore, ils ont pas de nom, ils sont pas encore accueillis et tout ça. Et enfin voilà, je voulais simplement savoir un peu par où on peut. Alors je sais pas si on va pouvoir accueillir les violonistes alors. Je crois pas parce que malheureusement le nombre de places est très limité. Mais par contre, la musique joue un vrai rôle très important à bord, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, ça permet de ne pas, de parler tous la même langue en fait, tout simplement. Donc c'est hyper important pour nous. Cette musique à bord, elle a un rôle important. C'est des moments de soulagement. Il y a des négociations entre le quart d'heure de musique bangladaise, le quart d'heure de musique syrienne, le quart d'heure de musique égyptienne, etc. Et puis il y a des chœurs spontanés comme ça qui se créent, comme celui qu'on a entendu, hein, qui est tout à fait... qui a été enregistré vraiment sur le channel. Oui. Il y a souvent des chants qui se créent à bord. Donc c'est des moments de communion, c'est clair. En faisant mes recherches, en me documentant, je suis tombée sur un article qui m'a profondément bouleversée. Après un naufrage au large de Lampedusa, en fait, il y a une esquif faite de bois qui est arrivée sur la plage, donc sans personne dedans puisque tout le monde était naufragé. Et il y a des personnes qui ont récupéré ce bois-là pour en fabriquer des violons et pour chanter en hommage donc, à ces naufragés-là. Enfin, je trouvais l'image hyper belle. Est-ce qu'il y a des documentations systématiques de ces chants, par exemple, ou est-ce que des anthropologues font ce travail-là, de venir auprès de vous sur les bateaux et de recueillir ces chants, en les associant, encore une fois, à des trajectoires, à des personnes, en mettant des visages et des noms sur ces documents? On a vraiment un problème de place, je répète, à bord du bateau, parce qu'en fait, on est en permanence en train d'arbitrer entre un marin sauveteur de plus, un journaliste... un soignant en plus, un interprète en plus, donc il n'y a pas assez de place en fait. Donc on a eu très conjoncturellement des anthropologues, une anthropologue, mais on ne peut pas malheureusement documenter en permanence. On est très très limité par la place à bord. Il y avait une question, madame. Vous avez fait allusion à la présence de militaires sur votre bateau? Ah non, humanitaire peut-être, mais militaire non. Non, il n'y a aucune arme, justement, ça fait partie des prérequis. Non. Alors, pour ne pas finir sur les militaires, est-ce qu'il y a une toute dernière question? Oui. Si jamais il y a une naissance, comment est-ce que ça se passe? Alors, ça se passe qu'on a eu 6 naissances à bord. Et que depuis qu'on en a eu une première, on s'est dit que ce serait bien d'avoir une sage-femme. Donc les sages-femmes, il y a toujours une sage-femme dans l'équipe médicale, qui est composée de 4 personnes, médecins, infirmiers et sage-femme. Et la sage-femme a surtout pour rôle de faire le suivi de grossesse et de s'occuper des enfants en bas âge en fait. Mais bon, depuis qu'on a des sages-femmes à bord, il n'y a plus de naissance à bord. Voilà. La gestion des conflits, c'est tout un travail d'accompagnement, de sécurisation, d'organisation aussi, et tout un savoir-faire de l'équipe, notamment de logistique et de protection et d'équipe médicale, etc., pour instaurer un esprit de respect entre les personnes. Donc il y a des règles à respecter qui sont expliquées, traduite dans plusieurs langues. Et puis, parfois, quand on est 400 sur un pont, c'est mon bout de couverture, non, c'est le mien. Enfin, forcément, il va y avoir des conflits. Mais donc, les équipes les gèrent, et ça des escalades. Et il y a quand même aussi un esprit commun qui voit l'intérêt global de vivre en paix, finalement, sur ce bateau à 400 plutôt que de s'affronter. Donc, on arrive assez vite à désescalader les problèmes. Il n'y a jamais eu de cas dramatiques, en fait. Vivre en paix, voilà, on peut peut-être rester sur ce mot-là. Avant de vous remercier tout à fait, il me reste à rappeler que le spectacle se joue jusqu'au 22 décembre, ici, puis il est en tournée en France, si jamais vous avez des amis ou
des parents qui sont en province. C'est le moment de leur signaler. Par ailleurs, il y a une librairie à la sortie de cette salle où vous pouvez acheter des ouvrages en regard du spectacle. Et une dernière chose, c'est qu'il y a toujours un festival entrepris et porté par l'ONG SOS Méditerranée qui se poursuit jusqu'au 7 janvier, qui s'intitule Escale Solidaire, pardon, c'est autre chose, Escale Solidaire, dont vous retrouvez toutes les informations sur le site de SOS Méditerranée. Et notamment, il y a une expo photo qui se tient jusqu'au 7 janvier que je vous invite à voir. Et puis, peut-être tout dernier événement de cette soirée, comme ce sont les 10 ans de l'ONG, bientôt les 10 ans, je crois que Laurent, vous vouliez faire un petit cadeau à Sophie. Ah oui, alors là, si on dit à Sophie que c'est les 10 ans aujourd'hui, je ne vais pas me retrouver. C'est pas les 10 ans. Non, en fait, c'est. Aujourd'hui, mais. Je vais faire quelque chose qui est. Que ne doit pas adorer Sophie, mais qui nous semblait important aujourd'hui parce que tu l'as rappelé quand même, ça fait quand même 10 ans que tu as pensé à ça. Nous, il y aura quelques événements en 2015, beaucoup plus en 2016, qui était le printemps 2016. 25 et 26. 26, pardon, pour célébrer l'Aquarius et la fête à l'Aquarius en 2016. Mais aujourd'hui, quand même, à force de... Je pense qu'on a, nous, envie, à des moments de l'association, de dire merci quand même à Sophie. À l'inverse, il ne faudrait pas trop en faire, même si vous allez peut-être l'applaudir tout à l'heure avec Anaïs, parce que les marins sauveteurs campent à bord ne veulent absolument pas qu'on les applaudisse, qu'on les traite de héros. Pour eux, ils font leur métier, c'est ce qu'ils aimeraient qu'on comprenne. Ils ne font que respecter, faire respecter le droit international à leur mesure. Donc les enfants, à la fin de nos interventions, quand ils veulent nous applaudir, j'ai trouvé une parade, parce que nous, ça serait le pire, c'est qu'ils applaudissent les bénévoles qui sont... Donc on fait du morse, parce que SOS, ça veut dire c'est 3 petits tirés, 3 grands et 3 petits. On a une exposition effectivement jusqu'au 7 janvier qui s'appelle Save Our Soul. La légende, c'est pas confirmé, vous allez dire que SOS voudrait dire Save Our Soul. Mais du coup, on a une parade pour les enfants pour pas qu'on se sente, nous, en train de vivre un manque que même les marins sauveteurs ne voudraient pas vivre à bord. Néanmoins, pour Sophie là, pour Anaïs aujourd'hui, peut-être qu'on peut faire une petite exception dans le cadre que je viens de vous donner. Et j'ai découvert, pas par hasard, parce que je vais quand même souvent sur le site pour préparer mes interventions, qu'une jeune femme qui s'appelle Emmanuelle Bieler, qui habite à Mulhouse, tricoter des bonnets, qu'elle a appelé les bonnets solidaires. Et même si, et comme tout à l'heure Sophie parlait de solidarité, en disant que c'est vraiment un maître mot pour nous, qu'on a très peu de place effectivement à bord, il y a quand même un petit carton, comme ça, qui a été préparé pour la prochaine rotation la semaine prochaine, avec les bonnets d'Emmanuelle Bieler. Et son idée est vraiment, je trouve, tellement jolie. Et en fait, elle tricote 2 bonnets. Un bonnet qui va être porté par les futurs rescapés du prochain sauvetage de l'Ocean Viking, et un que ceux qui ont commandé le bonnet vont porter à terre en signe de solidarité pour être reliés par leurs antennes. Et comme nous, on a le petit nom que Anaïs et Amandine nous ont remis, moi c'est Marie aujourd'hui, on va offrir en notre nom à tous, si vous voulez bien, un bonnet à Anaïs pour remercier tous les artistes qui nous soutiennent. Je les dis tellement aujourd'hui que je pense qu'on comprendra que j'en rajoute pas, et à quel point Anaïs... ça sera un tel plaisir de te remettre un bonnet. Peut-être même tu verras avec les couleurs qui sera peut-être un jour partie d'un accessoire sur une de tes pièces. Et puis un bonnet, un autre bonnet pour Sophie. Donc voici 2 bonnets solidaires. Sophie, Anaïs, Laurent, merci beaucoup et merci pour votre attention.